vous parler de BPO, c'est en raison de la conjoncture très particulière qui nous semble tout à fait propice à des réflexions stratégiques pour tous les acteurs de la santé et de la prévoyance. Alors, on peut mettre la slide suivante sur laquelle, justement, on parle de ce contexte. Alors, le contexte, hein, c'est celui que vous connaissez, donc une conjoncture économique pardon, de plus en plus défavorable, une crise sanitaire qui tarde à s'achever, de nouvelles exigences réglementaires, une pression concurrentielle très forte avec l'arrivée de nouveaux acteurs. À tous ces éléments, il faut ajouter évidemment la baisse du résultat technique que vous connaissez et la baisse de rentabilité. Donc tout ça impose aux acteurs de la santé et de la prévoyance de trouver de nouveaux gisements d'opportunités des coûts de gestion, de poursuivre la modernisation de leur système d'information pour accroître leur agilité, de repenser la valeur extra-tarifaire des produits pour améliorer le rapport qualité-prix et finalement contourner la pression qui existe actuellement sur les prix, et de se donner les moyens de capter de nouvelles opportunités. Alors, on peut penser notamment à la population des fonctionnaires avec le gros sujet en cours de la PSC. Donc, voilà, les acteurs s'interrogent sur les moyens de contourner tous ces aspects et le BPO peut être un des leviers pour rester dans la compétition et notamment au sujet des coûts. Du coup, slide suivante, ce que l'on vous propose ce matin, c'est de vous présenter les offres et les acteurs du BPO en assurance santé et prévoyance, de vous faire un retour d'expérience sur les exemples inspirants du marché avec un échange entre un délégataire que je vais vous présenter après et une société ayant recours au BPO, de vous présenter ce qui nous semble être des stratégies gagnantes en matière de BPO. Et enfin, on terminera par une séance de questions-réponses. Donc, tout au long du webinaire, vous pouvez poser, vous avez un chat sur lequel vous pourrez poser vos questions. Alors, pour vous donner une vision très opérationnelle du BPO, on a avec nous ce matin deux grands spécialistes du sujet. Donc, on a Charles Michel, qui est directeur des ventes BPO, délégation de gestion chez CGDIM. Donc, CGDIM, que vous connaissez, hein, qui est l'un des plus gros acteurs de la place en matière de BPO. Et donc, Charles va nous parler de sa vision du marché, des enjeux des acteurs et des facteurs clés de succès d'un projet de BPO. On a également ce matin Bertrand Merliot, qui est directeur adjoint des assurances de personnes chez Agrica Gestion et qui va, lui, nous parler d'un exemple en matière de délégation de gestion, donc celui qu'il connaît bien, celui d'Agrica. Je vais laisser la parole maintenant à Anthony Chaumette, qui est directeur associé chez Nancy, spécialiste de la santé et de la prévoyance, et qui, lui, va vous présenter les offres et les acteurs du BPO sur ce secteur. Merci et bon webinaire. Merci Sébastien, bonjour à tous. Donc j'attaque cette première partie pour se mettre un petit peu dans le bain avec les offres et les acteurs du BPO en assurance santé et prévoyance. Peut-être un petit point de définition pour qu'on partage un langage commun. Quand on parle de BPO, ça concerne la délégation d'une activité ou l'intégralité d'un métier à un prestataire externe. Ça se traduit par la délégation de processus métier ou de processus support. Concrètement, quand on va dans la chaîne de valeur à assurance, ça concerne principalement deux blocs d'activité, celui de la gestion de la vie du contrat, donc la gestion administrative des contrats, des avenants, donc assez orienté sur la relation client et sur des opérations de back-office, et la gestion des sinistres et des prestations, donc une activité un peu plus industrielle basée sur des volumes. Naturellement, les blocs d'activité propres à l'assureur de type conception de produits, gestion des risques, forcément c'est moins propice, c'est de la responsabilité de l'assureur. Tout ce qui est distribution de produits, il peut y avoir des principes de délégation, mais notamment plus en termes de partenariat avec des acteurs tiers. Ce qui est intéressant à noter, c'est que initialement, le BPO a été principalement utilisé pour des contrats en run-off ou des choses que les assureurs ne voulaient pas plus forcément gérer en propre. Aujourd'hui, je crois que la quasi-totalité du marché a recours à du BPO, alors avec des formes et des objectifs extrêmement hétérogènes, vraiment très différents et des stratégies derrière très différentes.
Et c'est tout l'objet de notre échange de ce matin. Quand on rentre dans le détail des différents acteurs du BPO, on retrouve 4 grandes catégories. Il y a les pure players, donc sur la partie gauche, qui offrent une gestion modulaire sur toute la vie du contrat, qui gèrent des volumes importants, donc avec un seuil à 1 million et parfois ça va jusqu'à 3 millions. Je dirais que le principe clé, c'est aussi la mise à disposition d'outils de gestion innovants, donc avec des outils en propre, et la possibilité de gestion en marque blanche. Donc, parmi les top acteurs, on retrouve des noms bien connus, comme Tessie, Novéocare, ex-GFP, et CGDIM, dont on a un fier représentant avec nous. Autre catégorie d'acteurs, il y a tout ce qui est gestionnaire filiale courtage et courtier gestionnaire. Donc là aussi, on a des grands noms qu'on connaît bien avec les générations filiales de Verling, on a Vivinter, filiale de S2H, on a Helium, filiale d'Odeo. Donc ça, c'est des filiales de grands courtiers. On a les NR, les Mercer, les WTW, Grâce à Voix, les Verspiren. Donc eux, leur principe, c'est d'administrer les contrats dans le cadre de leur activité de courtage, bien sûr, et aussi pour le compte de tiers. On a une autre catégorie d'acteurs aussi qui gèrent du BPO, c'est les assureurs qui peuvent se placer en situation de gestion pour le compte de tiers. Donc là, on est plutôt dans des cadres partenariales où ils mettent à disposition des outils et des ressources pour le compte de partenaires. Donc il y a UGIPS pour AXA, on a ProBTP, MGN aussi qui gèrent pour le compte d'autres mutuelles. Quand on regarde les volumes gérés par ces acteurs-là, comme je l'évoquais, on a un seuil qui est vraiment autour de 1 million d'euros. Et je dirais que c'est l'un des principes clés du modèle. C'est-à-dire pour que ce soit efficace, pour que la promesse soit tenue, il faut évidemment aller chercher des économies d'échelle sur les volumes. Donc là, j'ai mis une petite flèche pour CGDIM parce que vous avez sans doute vu dans l'actualité de la semaine dernière, Allianz qui va déléguer un très gros portefeuille, je crois que c'est 1,3 million de personnes protégées. Donc il va repasser dans le peloton de tête en première position dans les prochaines années. On a Génération, donc là, qui a un seuil vraiment de 3 millions. Enfin, bon, globalement, il y a ce fameux seuil des 1 million qui est absolument clé auprès des acteurs. Donc en synthèse, on a d'un côté les pure players qui offrent un savoir-faire complet sur toute la chaîne de valeur avec un volume important de personnes protégées gérées. Le principe de ces acteurs-là, c'est qu'ils offrent une flexibilité très importante et une modularité très importante. On va revenir sur ce point-là. De l'autre côté, on a tout ce qui est gestionnaire filiale courtage et les courtiers gestionnaires, où là, on a un savoir-faire particulier sur l'assurance collective, sur la maîtrise des coûts, une capacité à fournir une offre de bout en bout, donc entre le courtage et la gestion. Par contre, effectivement, l'inconvénient, c'est qu'on est sur des acteurs qui ne sont pas indépendants, qui sont forcément liés à l'activité de courtage. Et enfin, on a les assureurs disposant d'une offre BPO, donc là, dans cette logique partenariale que j'évoquais, avec une agilité un petit peu plus limitée, une inertie un peu plus sur des modèles de gestion. Quand on rentre dans la cartographie des activités qui représentent le cœur de l'activité du BPO, on a finalement une cartographie complète de la gestion avec des possibilités qui sont très importantes en termes de modularité. On retrouve des opérations, des blocs d'activité front office, donc tout ce qui va être gestion de la relation client, des blocs d'activité de back office, donc tout ce qui va être gestion des adhésions, des affiliations, modification administrative, la gestion des avenants, la gestion des cotisations, la gestion des prestations et la gestion des sinistres. Donc là, on est vraiment sur l'activité cœur de métier d'un assureur qui est délégué auprès d'un délégataire. Il y a tout un bloc de services qui, je dirais, qui fait un peu le facteur différenciant entre les acteurs, notamment en termes d'outils IT et de digital. Notamment, les pure players investissent beaucoup sur ce volet-là pour mettre à disposition des outils performants, des outils innovants. Sur l'ensemble de ces blocs d'activité, le rôle du BPO, c'est de mettre à disposition des moyens, donc en termes de process, en termes d'outils, en termes de collaborateurs et en termes de compétences. Donc là, on a un peu le panorama global de ce qui est possible de faire. Maintenant, quand on regarde ce qui est fait concrètement, il y a des modèles qui sont très différents. Il peut y avoir de la délégation totale, où dans ce cas-là, c'est l'ensemble d'un portefeuille qui va être transmis au délégataire. Donc là, l'ensemble de la cartographie des activités
couverte. Donc, c'est soit tout le périmètre d'activité, soit un portefeuille d'activité, par exemple. Donc là, on va avoir toutes les opérations de front et de back qui vont être gérées avec l'ensemble des blocs serviciels. Donc, il y a la mise à disposition des outils du délégataire. Donc, soit c'est les collaborateurs du délégataire qui sont mis à disposition pour gérer les opérations, soit le délégataire peut reprendre des collaborateurs. Par exemple, dans le cas d'Alliance, c'était dans la presse la semaine dernière, il y a 200 collaborateurs qui vont être pris par CGDIM. On a un autre principe aussi de délégation qui serait la délégation partielle. Donc la délégation partielle, ici, on prend un bloc d'activité. Par exemple, le cas typique, c'est la gestion des prestations et des sinistres, donc l'activité assez centrée sur l'activité assez industrielle, assez centrée sur les volumes, où uniquement ce bloc d'activité-là est confié au délégataire, l'assureur ayant la gestion en propre de tous les blocs de gauche. Dans ce cas-là, il y a l'outil qui est mis à disposition, ou alors ça peut être l'outil de l'assureur qui est confié au délégataire avec la mise à disposition de collaborateurs. Et enfin, on a un dernier cas, c'est l'ITO. Donc là, finalement, c'est la délégation de toute la partie IT à un prestataire externe, donc la mise à disposition d'un progiciel avec des services de MOA et de MOE pour spécifier l'outil aux besoins de l'assureur. Donc, on a des cas très différents qui peuvent tous cohabiter chez un même assureur. Donc, c'est d'ailleurs ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas forcément une stratégie, mais il y a des stratégies qui sont propres au sein des assureurs sur des périmètres qui sont bien délimités et l'ensemble de ces modèles peuvent parfaitement cohabiter. Quand on regarde l'appétence des acteurs pour ces modèles BPO, je l'évoquais en introduction, bon, il y a effectivement la coupure de presse la semaine dernière qui ne vous a sans doute pas échappé avec Alliance, donc ça c'est un très gros contrat sur le marché. Maintenant, il y a une appétence de plus en plus forte pour les acteurs avec derrière des sous-jacents qui peuvent être un peu différents. C'est-à-dire que d'un côté, on a des mutuelles qui ont des leviers quand même assez puissants pour au moins se poser la question sur le recours au BPO. Je pense notamment à des ruptures réglementaires comme la PSC, où ils doivent réinventer leur modèle, passer d'un modèle individuel à un modèle collectif dans un temps record. Donc on voit bien les étapes qui se passent pour ces acteurs-là, qui se posent des questions, mais à ce stade plutôt dans une logique de partenariat avec d'autres mutuelles qui savent gérer des collectives. Maintenant, voilà, il y a l'Anglais-C qui a démarré chez bon nombre d'acteurs en se posant la question quel outil je veux prendre et sans nul doute le scénario PPO va rentrer en ligne de compte. Il y a une rentabilité qui s'érode, donc ça c'est global à tous les acteurs, les modèles économiques qui sont fragilisés avec des SURP notamment sur l'année dernière en santé qui sont fortement dégradés. Une dette technique parfois importante à solder. Donc là aussi, le BPO peut offrir une solution au moins sur un périmètre. On voit aussi le phénomène de place qui se passe avec des très grands programmes de transformation SI sur 5 ans avec plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'euros. Le BPO peut être une alternative, encore une fois, à ces grands programmes de transformation ou au moins partiellement sur un périmètre. Naturellement, le frein sur des acteurs mutualistes, c'est la pression sociale importante. On ne va pas se cacher, ce type de stratégie n'a pas forcément bonne presse auprès de ces acteurs-là. Sur les institutions de prévoyance, un petit peu sur le même modèle que des mutuelles, il y a la rentabilité qui s'érode, il y a la dette technique qui est parfois importante. Là aussi, des grands programmes de place à 300, 400 millions d'euros sur 5 à 8 ans. Les IP ont un peu plus recours au courtage, donc c'est un levier pour avoir recours à des BPO. On retrouve ces freins sur la pression sociale assez importante, un peu à l'image des mutuelles. Et enfin, on a les assureurs et les banques assureurs qui, eux, sont beaucoup plus dans leur ADN historiquement sur ces stratégies-là. Les leviers, effectivement, du recours au courtage qui représente qui peut générer de l'activité pour des acteurs délégataires, des coûts d'acquisition plus élevés, donc qui font peser finalement sur la structure de coûts un enjeu important de réduction. Une approche un peu plus opportuniste pour capter des nouveaux potentiels de croissance.
Les freins, effectivement, c'est que ces acteurs-là vont vraiment être orientés sur la structure de coût et peut-être un peu moins sur la partie digital innovation, en sachant que réduire les coûts, c'est un axe du BPO, mais ce n'est pas le seul. Et justement, parmi ces promesses finalement faites par le BPO, on retrouve la baisse des coûts, qui est un axe important. C'est probablement le premier axe sur lequel on pense quand on pense à stratégie BPO. Donc derrière, qu'est-ce qu'on met cette baisse des coûts? C'est la transformation des charges fixes en charges variables, une productivité sans doute supérieure aux prestataires, mais encore une fois, le témoignage dans la partie 2 va être intéressant de confronter ces promesses-là à la vraie vie finalement. Des baisses d'actifs immobilisés, donc ça change forcément la structure de coût. L'axe important aussi en termes de promesses liées au BPO, c'est de la souplesse et d'agilité. Ces dernières années, il y a un empilement de contraintes réglementaires qui ont beaucoup pesé sur les investissements en termes de modification, notamment des systèmes d'information. Il faut constamment se mettre à jour sous peine de sanctions parfois très lourdes. Quelque part, le fait d'avoir un acteur qui, lui, gère plusieurs millions de personnes protégées, lui, c'est sa promesse finalement de dire mon système est toujours à jour aux dernières réglementations. L'autre point aussi qui a son importance, c'est le transfert de la gestion des ressources humaines. Donc avec, encore une fois, de manière théorique, en tout cas, ça fait partie des promesses, une meilleure productivité des ressources. En tout cas, forcément, la convention collective n'est pas la même, le champ de contrainte n'est pas exactement le même, et une limitation des investissements en formation. Alors, bon, c'est pareil, tout ça, c'est des réalités, c'est des promesses à confronter avec la réalité. Là, c'est un peu le côté plaquette commerciale. Justement, là, ce qui est intéressant, c'est d'avoir le pendant ensuite dans des vraies entreprises. Les limites du BPO, on va y revenir encore une fois dans la seconde partie, mais il y a des coûts de sortie et des coûts sociaux qui peuvent être importants et qu'il ne faut pas négliger. Donc des coûts de démantèlement de l'activité, il peut y avoir des coûts sociaux qui sont importants, des risques de résistance au changement. Je l'évoquais tout à l'heure sur les acteurs, par exemple mutualistes ou sur des IP. Forcément, ça peut générer beaucoup de tensions et tout ça représenter des coûts. Il peut y avoir une perte de contrôle sur l'activité. C'est-à-dire que se placer en situation de déléguer une activité, ça ne veut pas dire s'en séparer. Ça oblige aussi à mettre en place des choses en interne pour piloter cette activité-là. C'est pareil, on y reviendra. Il peut y avoir un risque de dépendance vis-à-vis des prestataires. Un point important, et là aussi c'est placé au cœur de l'actualité, c'est sur la sécurité des données. Donc le risque cyber est un risque absolument majeur ces derniers mois. Il y a énormément de cas de courtiers, d'assureurs qui se sont fait hacker. Là, forcément, le modèle de données il est plus éclaté, il est peut-être moins maîtrisé. En tout cas, il y a un enjeu de pouvoir sécuriser toute la chaîne de données. Et enfin, il peut y avoir des coûts cachés qui sont pas toujours pris en compte au démarrage du projet, notamment les coûts de pilotage et de suivi du prestataire qui peut peser. Donc, voilà pour le cadre général de la réflexion. Ce qui est intéressant maintenant, c'est de pouvoir donner la parole aux experts et donc qui opèrent le BPO au quotidien. Et donc, je vais donner le micro à Bertrand qui va nous parler du groupe Agrica. Bonjour à tous, merci Anthony. Donc je vais commencer par expliquer ce qu'est le groupe Agrica, parce que je pense que personne ne le connaît. C'est une petite ETI de l'assurance qui est spécialisée dans la protection sociale des salariés du monde agricole. Ça veut dire qu'on n'est pas très gros, on fait 650 millions d'euros de chiffre d'affaires sur 3 métiers, santé, prévoyance et retraite supplémentaire, à destination uniquement des salariés assujettis à la mutualité sociale agricole, et ça a son importance puisqu'en fait on adresse ce marché avec un postulat de base qui était une externalisation auprès du régime de base de toute la gestion en fait des salariés du monde agricole. Donc, depuis que le groupe
existe. En fait, il a un modèle qui est tourné vers l'externe, puisqu'on n'a pas de back-office quelque part pour toute cette population-là. Au-delà de ça, nous, on a toutes les offres dans nos activités, c'est-à-dire qu'on fait à la fois de l'externalisation totale, on a de la gestion par du courtage, on a de la gestion par des spécialistes en délégation de processus à l'externe. Et ça s'est construit pour plusieurs raisons. D'abord l'histoire, et puis après des choix qui ont été opérés face à des problématiques qui ont été identifiées, qui reprennent à peu près les contextes qui ont été posés par Anthony. Peut-être qu'on va s'attarder sur ce qu'on externalise et comment on le fait. Je pense que sur le slide d'après, on le voit mieux. Donc, dans le groupe Agrica, donc je mets de côté la partie droite qui sont la gestion financière et la délégation du SI. À gauche, on a donc la distribution. Sur la distribution, ce qu'il faut voir, c'est qu'avec l'ANI, on a fait le choix de partenariat. Et c'est intéressant parce que quand on parle d'externalisation, quand on parle de distribution, on parle de partenariat. On n'est pas dans de la délégation. Pour autant, dans le contexte réglementaire, c'est la même chose. Quand on s'appuie sur des réseaux de distribution partenaires, nous avons autant la responsabilité de la réalisation des partenaires que c'est le cas dans la délégation de gestion. Et après, dans la délégation de gestion, donc ce qu'on a, c'est de l'externalisation totale d'activité. Donc, on a la MSA, donc ça, c'est un premier pan qui est assez important parce qu'il y a plus de 100 000 entreprises et environ 1 million de personnes protégées qui sont gérées par la mutualité sociale agricole sur toute la chaîne de valeur. Le point, là, c'est vraiment une réflexion offre de services et historique qui consiste à offrir à l'entreprise assurée et aux salariés un guichet unique au sein du monde agricole qui permet à l'entreprise et aux salariés de n'avoir qu'un seul interlocuteur sur sa protection sociale de base comme complémentaire. Et donc, ce qui fait que quand on est assuré par le groupe Agrica et géré par la MSA, que ce soit pour une question de régime obligatoire, sécurité sociale, de CAF ou de santé et de prévoyance complémentaire, vous vous adressez systématiquement au guichet de la MSA. Et là, vous avez la réponse complète sur tous les volets. Donc, c'est vraiment un service supplémentaire qui est offert par le régime de base. C'est une spécificité du groupe et sur laquelle on s'appuie fortement puisque ça fait finalement la distinction par rapport aux autres acteurs sur ce marché-là et qui nous permet d'adresser un grand nombre d'entreprises finalement avec des structures assez légères. Quand on regarde ensuite, nous avons eu une orientation stratégique qui visait à remonter la filière agricole et donc à créer des offres non plus adressées aux assujettis de la mutualité sociale, mais auprès du régime général. Et pour cela, on a cherché 2 opérateurs délégataires externes qui étaient capables de nous amener quelque chose que l'on n'a pas dans le groupe, puisque nous, on ne gère pas de santé et on gère la prévoyance et la retraite supplémentaire, mais donc on ne sait pas gérer de prestations santé, donc il nous fallait un délégataire sur la santé, et il y a des spécificités du régime général qui ne sont pas forcément bien connues et bien intégrées dans notre système d'information. Donc là-dessus, on a fait appel au marché et on travaille aujourd'hui avec Novéocare et initialement avec CETIM avant le rachat. Et donc ça nous fait une deuxième offre. Donc c'est toute une partie du portefeuille qui est externalisée à 100%, donc de l'adhésion jusqu'à la gestion des prestations, à l'exception, encore une fois, de la gestion des sinistres louants. Ça, c'est un choix que l'on fait et qui n'est pas... il n'y a pas vraiment de rationnel là-dedans. On va dire qu'on préfère avoir la main sur ce qui coûte cher en termes de prestations et d'engagement pour l'assureur, plutôt que de l'externaliser et d'aller contrôler la bonne gestion auprès du tiers. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de prestataires qui savent gérer du décès, de l'inval et autres, mais le fait de l'avoir en interne, c'est avant tout une question de maîtrise de son risque et de ses processus. C'est plus simple, les données sont à disposition. Derrière, on a des courtiers qui sont délégataires. Donc ça, soit c'est du sur-mesure, c'est-à-dire dans le cadre d'un appel d'offres, le courtier amène l'affaire et nous propose la gestion qui va avec. Et donc généralement, ça fait partie du package pour remporter l'offre. Et on a mis en place pour notre propre gestion, donc sur les périmètres que l'on gère aujourd'hui, des systèmes de BPO avec des tiers qui interviennent sur nos outils en délégation de gestion sur un processus en entier et qui gère donc ce processus de manière, on va dire, autonome et sous contrôle de nos activités.
Et ça, c'est le deuxième pan qui, sans aucun doute, répond à une problématique à la fois RH qui a été évoquée auparavant, mais aussi de spécificités liées au métier de l'assurance collective qui a une forte saisonnalité. On a une saisonnalité en santé avec des questions de renouvellement, de cartes de tiers payants, d'appels, et ainsi de suite. On a une saisonnalité aussi en prévoyance sur une partie de la gestion et notamment sur les enquêtes que l'on peut opérer, ce qui fait que s'appuyer sur un tiers nous permet, plutôt que de recourir à du CDD qui amène de la complexité dans la structure en termes de recrutement et de capacité à faire, d'avoir un délégataire qui, lui, a plus de souplesse sur ces aspects. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il le fait beaucoup mieux que ce que l'on pourrait faire, ni pour forcément moins cher que ce que l'on pourrait faire en interne. Mais il enlève quelque part un certain nombre de problèmes, en tout cas de difficultés qui peuvent être jugées en interne, et il apporte une souplesse. Après, une fois qu'on a fait ce panorama, là, assez rapidement, dans les questions, en tout cas ce qu'amène l'externalisation, c'est aussi une grosse incidence sur la structure. Depuis la mise en place de Solvency 2, mais c'était déjà le cas avant, mais là au moins c'est très clair dans la réglementation, ça n'est pas parce que vous appuyez sur un tiers que vous n'êtes pas responsable de l'activité qui est réalisée. Et cette responsabilité, forcément, il faut s'assurer dans le cadre du partenariat et de la délégation de gestion, qu'elle est bien non pas partagée avec le délégataire, mais qu'elle reste chez l'assureur, qui est, alors j'aime pas trop le mot, mais c'est ce qu'on emploie, qui est le donneur d'ordre, et le délégataire, qui est celui qui exécute. Et donc, il faut toujours pouvoir vérifier que le délégataire exécute bien ce que l'on demande et dans le périmètre de responsabilité que l'on a donné et avec les processus qui ont été définis ensemble. Et ça implique à la fois un cadre contractuel qui s'est alourdi au cours des années, dans lequel on a rajouté beaucoup de réglementaires, RGPD, LCBFT et consorts dans le fonctionnement. Et chez l'assureur, ça veut dire piloter l'activité, suivre non pas que des indicateurs de qualité de service, qui est le premier point qu'on va chercher, c'est-à-dire en gros la productivité et le rendement, mais c'est aussi de la conformité, du respect des règles, la mise en place d'audits chez le délégataire, et enfin de piloter toute l'activité, toute la chaîne de valeur de l'externalisation en interne. Et ça va de la partie suivi de l'activité, du financement, parce qu'il faut quand même s'assurer qu'on est un bon partenaire en payant correctement ses factures, en donnant les fonds de roulement qui vont bien, et après, derrière, de vérifier qu'on a bien le respect de la règle en tant que telle. Donc, en interne, quand bien même vous avez externalisé une activité, que vous avez le service que vous êtes allé chercher chez le délégataire, vous avez toute une organisation autour de ces partenariats qui doit être construite. Et plus vous avez de partenaires, et plus vous avez on va dire de modèles différents qu'il faut pouvoir gérer. Et ça a une vraie incidence sur la structuration de votre organisation et sur le fonctionnement que vous pouvez avoir en interne. Voilà, je ne sais pas si je poursuis encore un peu ou si je laisse la parole à Charles, parce que Charles, je pense, va plutôt nous parler de pourquoi on va chez eux. C'est forcément les plus beaux. Ils sont toujours très, très bons. C'est les meilleurs. Ils ont les meilleurs outils, le meilleur fonctionnement. Et ça, c'est vrai. Mais viens Bertrand, viens, on sera heureux de t'accueillir. Mettre en place. Et il y a toujours… C'est pas parce qu'ils sont meilleurs que ça vous a enlevé tous les problèmes que vous aviez auparavant quand vous regardiez vos processus. La transition est parfaite. Hein. Débrouille-toi avec ça, Charles. Voilà. L'idée, c'est de pouvoir confronter les points de vue. Donc, effectivement, c'est assez intéressant d'avoir ensuite un représentant CGDIM, donc en la personne de Charles, pour nous présenter un peu le positionnement de CGDIM. Mais finalement, comme j'évoquais tout à l'heure, la promesse qu'il y a derrière, alors plutôt sous la forme de retour d'expérience, plutôt que sous la forme d'une plaquette commerciale, encore une fois, c'est le parti pris de notre événement de ce matin. Ok, je crois que tu as une propale générale qui t'attend aussi. Ouais, dépêche-toi parce que tu ne vas pas être content. Alors. Bonjour à toutes et à tous, donc Charles Michel de CGDIM. Je vais essayer de porter la voix des délégataires de gestion, même si on est je pense une des rares familles des acteurs de l'assurance à ne pas avoir de fédération nous représentant ou d'association professionnelle.
mais je pense que ce que je vais dire représente assez largement le sentiment de mes confrères et néanmoins concurrents. Tout d'abord, un petit mot juste sur CGDIM, hein, on n'est pas là pour une autre sauce, mais juste pour qu'on replace les choses dans leur contexte. Dans le groupe CGDIM, il y a une BU qui s'appelle CGDIM Insurance Solutions, qui est tournée vers les assureurs de personnes. Et nos 3 grands métiers sont le développement de logiciels de gestion, l'opérateur de tiers payant et la délégation de gestion. Et donc on a plusieurs marques commerciales hein, que certains d'entre vous doivent connaître, SP Santé, e-Santé pour le tiers payant, et e-Gestion qui est la marque sous laquelle on opère pour la délégation de gestion. Et donc aujourd'hui on se positionne comme un acteur indépendant de gestion déléguée pour compte de tiers, en marque blanche, en santé prévoyance, en individuel collectif, donc on couvre tout le scope. Sur l'indépendance, elle est financière et technologique puisqu'on appartient au groupe CGDIM qui est un groupe financièrement indépendant, quoique coté en bourse. Et indépendance technologique, c'est important parce que on dispose en fait en interne du groupe et notamment de la BU CGDIM Assurance de la quasi-totalité des solutions technico-fonctionnelles pour constituer notre plateforme de gestion. Donc on dépend assez peu de fournisseurs externes pour notre système d'information. Et donc ça fait plus de 20 ans maintenant qu'on exerce le métier de délégataire de gestion et notamment avec des reprises récentes de portefeuilles importants qui se sont accompagnées, chose assez nouvelle, de reprises de personnel. Voilà, et donc on est capable d'intervenir sur toute ou partie de la chaîne de valeur, comme l'a démontré Anthony avec ses schémas tout à l'heure. C'est exactement ce qu'on fait. Et du coup, je rebondis directement sur ce que tu viens de dire, excuse-moi, mais est-ce que c'est vraiment nouveau la reprise de personnel ou est-ce que c'est. Alors, il y a eu enfin à ma connaissance, quelques opérations qui n'ont pas fait les grands titres il y a quelques années, enfin j'en ai une en tête qui s'était pas très bien terminée. Hein, au bout de 2 ans, ils avaient remis tout le monde dehors. Là aujourd'hui, pour les raisons que tu as évoquées dans ton exposé, tu peux peut-être passer à la diapo d'après parce que ça fait Ouais, partie un peu bien sûr. du Ouais, ouais. topo que je vous propose de faire sur le marché. Mais aujourd'hui, effectivement, il y a plusieurs mouvements, hein, je vous apprendrai rien, mais il y a une concentration des acteurs, il y a même des mariages interfamilles qu'on n'imaginait pas encore il y a 10-15 ans. Euh, il y a bien évidemment la concurrence accrue hein, de tous les phénomènes Annie et autres font que ceux qui faisaient de la santé individuelle ont dû se lancer sur du collectif, ceux qui faisaient que de la santé ont dû se lancer sur la prévoyance, et vice versa parfois, avec des marchés qui parfois sont un peu saturés, donc faut vraiment aller chercher des parts de marché chez les autres. Le réglementaire, tu l'as évoqué, ça devient ça nécessite maintenant des investissements, notamment informatiques, mais pas que, parce qu'il y a aussi les organisations, les process qui sont touchés. Et puis une nécessaire diversification des offres. Donc nous, ce qu'on constate, c'est que depuis quelques années, et pour reprendre un peu ce que tu disais sur l'appétence des acteurs, mais depuis quelques années, dans les réflexions stratégiques sur les transformations de modèles opérationnels, de refonte, etc., quasiment tous les acteurs maintenant mettent dans la balance le sujet BPO. Que ce soit du simple débordement pour confier quelques actes de gestion en ponctuel lors d'un pic saisonnier sur son système d'information ou jusqu'à l'externalisation complète d'un pan d'activité avec reprise de personnel. Le curseur, on peut le mettre à plusieurs niveaux, mais je pense que maintenant, dans toutes les réflexions stratégiques, tous les acteurs se posent la question. Ils vont pas forcément jusqu'au bout, mais ils se posent la question. Souvent aidés d'ailleurs hein, au passage de cabinets de conseil qui peuvent comme ça les accompagner aussi à structurer leurs réflexions, voire à faire des études d'opportunité, de faisabilité, accompagner dans des sélections, des choix, des précos, etc. Mais je pense que On vous me sait faire, direz effectivement. après. Voilà. Donc voilà, donc il y a quand même je dirais que culturellement, il y a eu un changement de braquet sur le sujet de l'externalisation du BPO au sens large. Pourquoi? Parce que tu l'as dit et puis Bertrand le disait en creux aussi, mais il y a quand même une grosse pression sur les coûts de gestion, hein, il y a une nécessaire transparence de publier ses frais de gestion. Alors après on fait dire ce qu'on veut aux chiffres, mais il y a quand même maintenant sur les sur les appels de cotes, on dit
dis, voilà, les frais de gestion, c'est tant. Alors, pour beaucoup de monde, ça parle pas, mais ça peut faire réagir. Et dans ces frais de gestion, on a les coûts informatiques. Et comme on vient de le dire, les coûts informatiques, il y a un moment, si on n'a pas le cash pour mettre des investissements pluriannuels, ça peut devenir compliqué de suivre le réglementaire. Alors après, on fait des GU informatiques, on s'adosse à un partenaire, ou effectivement on décharge, on ne s'astreint plus avec cette contrainte que l'on fait peser sur le délégataire de gestion, qui lui, pour le coup, dans une logique de gestion mutualisée multi-client, que ce soit sur sa solution propriétaire ou s'il utilise un logiciel, de toute façon, doit évoluer au rythme du réglementaire. Et puis ce que je disais, c'est que voilà, il y a des réflexions sur les modèles opérationnels. Il y a des acteurs qui se posent la question aujourd'hui de se dire, finalement, est-ce que mon boulot dans 1 an, 5 ans, 10 ans, c'est de continuer à liquider des prestations santé alors que c'est déjà assez largement automatisé, que ça le sera encore plus demain via le tiers payant, via le projet ROC en OSPI, etc. Ou est-ce que je veux plutôt mettre mon effort sur du développement, du marketing, de la distribution, de la relation client. Voilà, donc on sent bien que, et comme tu disais Anthony tout à l'heure, hein, le fait de déléguer ponctuellement sur son outil de gestion à un délégataire des actes de gestion sur notamment les prestations santé, c'est quelque chose qui se fait assez facilement et ça peut être le premier pas dans une acculturation à la délégation de gestion dans des boîtes chez des acteurs qui en font pas ou peu. Donc voilà. Après, un projet de délégation de gestion, ça peut, enfin, son succès va dépendre de plusieurs facteurs. Il y a ceux les mandants ou les donneurs d'ordre, il y a ceux qui pratiquent depuis longtemps ou pas longtemps, il y a ceux qui pratiquent pas du tout. Et ça va influencer la manière dont va être mené le projet et le run derrière, en termes de gouvernance, en termes de gestion des risques, en termes de plus ou moins soit d'expérience, soit voire de frilosité parfois à mettre en œuvre les projets. Donc le fait d'être en face de quelqu'un qui a déjà eu recours ou pas à de la délégation est un critère à prendre en compte dans le projet de délégation de gestion. Un autre critère important, alors ils sont pas forcément dans l'ordre, hein, et il y a un peu de tout, mais c'est la fiabilité des données. C'est important parce que une fois qu'on appuie sur le bouton, une fois qu'on a fait les paramétrages, les reprises de données, les recettes, etc., et qu'on appuie sur le bouton de la mise en prod, et qu'on bascule la gestion chez le délégataire, si à la base les données étaient pas bonnes, ça pose un problème. Donc c'est important dans la phase de cadrage des projets de délégation de gestion de bien faire attention à la fiabilité des données. Est-ce qu'elles sont à jour? Est-ce qu'elles sont complètes? Parce que derrière, ça implique pas mal de choses. Pour le plaisir, Charles, dans la phase de cadrage, au-delà de la reprise des données par le délégataire, Hum, l'important, c'est de s'assurer de la qualité des données et des flux en sortie aussi. tout à fait. On oublie, on n'y fait pas attention, mais de la même manière sur la responsabilité, si on ne fait pas attention sur les sorties et sur les flux, il y a des sujets de qualité des données derrière, donc il y a des sujets de pilotage de risque assurantiel et de S-sûreté. Donc c'est bien Ouais, tout d'avoir à une fait. gestion, mais si le risque coûte plus cher derrière parce qu'on n'est pas bon en qualité des données, C'est vrai que voilà. le sujet reporting que se doit de faire le délégataire au délégant est extrêmement important, hein, parce qu'effectivement, la donnée entrante initiale doit être de qualité et la donnée sortante qu'on restitue doit être de qualité aussi. Donc, un délégataire doit être capable aussi de fournir des flux. Alors, ça peut être des fichiers, ça peut être des flux, ça peut être du PRDG demain, en fonction de la maturité des systèmes et des acteurs. Mais il est important qu'on puisse restituer sur un rythme en général mensuel, l'ensemble des données relatives au portefeuille, alors les cotisations appelées, les cotisations encaissées, les prestations payées, les contrats, les adhérents, etc., pour que le délégant puisse faire un pilotage technique performant et à jour de son portefeuille, parce que le pilotage technique reste de sa responsabilité. Donc, on fait la gestion administrative des contrats d'assurance.
Mais ça, avant de démarrer le projet, est-ce que vous avez la vision précise de ces éléments-là? Parce que là, je comprends que c'est un prérequis, en fait, d'avoir une sorte de maturité sur les données, mais est-ce que c'est pas un peu justement la dérive, c'est de se dire, bah, c'est des choses qu'on découvre une fois qu'on démarre le projet et c'est trop tard, quoi. Alors, Oui, c'est ça, je veux le dire. je vais parler pour notre cas. Nous disposons de standards de reporting que l'on propose aux clients sans même attendre le cadrage, hein, dès la phase d'avant-vente. On leur dit voilà comment on va gérer, voilà comment on fait, et en sortie, voilà le reporting que vous aurez. Et on leur explique voilà tous les fichiers, c'est déposé dans un espace sécurisé tous les mois, vous avez les codes, hop, vous récupérez vos fichiers, et voilà ce que vous allez trouver dedans, voilà comment vous pouvez les exploiter. Après, s'il y a des demandes spécifiques, parce qu'il y en a qui ont des formats spécifiques, etc., on en discute. Mais autant que faire se peut, on privilégie nos standards parce que comme ça, nous derrière, on a aussi toute une routine de production, de vérification des reporting pour les mettre à disposition de nos 40 clients donneurs d'ordre. Donc on est aussi là comme en gestion, on essaie de rester dans un mode entre guillemets industriel dans le bon sens du terme. Si je puis me permettre, Charles, juste sur ce point, Vas-y, bien il y a sûr. une chose, c'est que, chaque assureur étant spécifique, je suis sûr que tu as eu 40 demandes spécifiques à chaque fois. Mmh. Hein, et donc, faire rentrer un assureur dans le standard, si c'était facile, le PRDG serait en place depuis longtemps. Ça, c'est la première remarque. Et le deuxième point, c'est que du coup, on se rend compte, mais juste à travers cet exemple-là, de l'implication de ce type de projet dans une structure. C'est-à-dire que là, il vous faut vos actuaires derrière pour valider que les reportings qui sont transmis sont cohérents avec leur vision et leur pilotage du risque. Il va falloir la finance, la compta pour faire le truc. Vous avez besoin d'une maîtrise d'ouvrage projet pour définir les flux. Vous sortez votre DSI. Enfin, c'est pas un petit projet qu'on fait sur un coin de table en signant vite fait un contrat et qu'on met en œuvre directement, que ce soit sur du new business avec ou sans reprise ou sur une externalisation. Et puis derrière, vous avez tout le côté légal qui sort. Enfin, il y a des deux côtés, en tout cas les deux parties mettent beaucoup sur la table dans ce type de projet. Qu'il soit stratégique, stratosphérique comme le fait Charles avec Alliance, ou qu'il soit beaucoup plus simple comme nous, il a pu le faire sur d'autres parties, finalement, vous avez quand même tout le monde et toute la chaîne de valeur de votre entreprise, et toute la gouvernance qui doit se mettre en branle. Et c'est pas forcément évident. Effectivement, un projet de délégation de gestion, c'est pas trivial. Ça nécessite la disponibilité de toutes les compétences des deux maisons. Et c'était un peu le point que je soulevais là, en parlant de l'avant-vente et du poids du contractuel. On peut faire des choses très simples en quelques semaines quand on fait du débordement, parce que là, on va utiliser les outils du client, on va appliquer ses process, et donc moyennant une formation initiale et une petite phase de montée en charge et en compétences, derrière, on arrive vite sur un régime de croisière et d'un point de vue contractuel, c'est assez simple. Mais dès lors qu'on est sur une délégation de gestion, qu'elle soit totale ou partielle, comme tu le dis très justement, Bertrand, il va falloir faire coïncider des exigences sur des thèmes communs, mais pas forcément avec les mêmes visions, les mêmes interprétations, les mêmes enjeux. Et ça nécessite que beaucoup de monde se parle. Et aujourd'hui, on voit bien que dans les phases d'avant-vente, ça devient de plus en plus long parce que il faut qu'on ait ces discussions avec les achats, avec effectivement les juristes, les risques conformité pour toutes les parties RGPD, audit, etc. La finance, la sécurité, l'audit. Donc c'est beaucoup de compétences à rassembler à des moments différents du process pour que, in fine, on arrive sur un produit fini qui est un contrat de délégation de gestion, une convention de délégation de gestion, c'est comment on l'appelle, qui satisfasse les deux parties et qui ait pris en compte un maximum de sujets qui, lorsqu'ils arriveront, ne devront donner lieu à peu ou pas de débat dans leur application. Donc, quand on parle de réversibilité, par exemple, c'est un sujet récurrent de discussion dans les phases contractuelles, où à chaque fois, les délégants nous disent oui, mais ça va me coûter combien une réversibilité? Et on dit bah, une réversibilité dans 3 ans, un peu compliqué à chiffrer aujourd'hui. Donc on définit des grands principes et on tombe toujours d'accord, c'est pas le sujet, mais
c'est un exemple parmi d'autres sur les sujets de discussion qu'on a aujourd'hui, qui prennent du temps, qui étaient moins des sujets, je pense, il y a 10 ans. Quand tu parles de réversibilité, là, c'est le retour arrière finalement et la Bah, capacité. c'est l'engagement du délégataire à qui est confié le portefeuille de se mettre en ordre de marche le jour où ce portefeuille doit être déplacé pour une raison ou pour une autre, parce que c'est repris en interne ou parce que c'est confié à quelqu'un d'autre. Donc il y a un minimum d'engagement à prendre pour dire, bien évidemment, je vous redonnerai toutes vos données, je détruirai tout ce qui me reste, je mettrai ça dans un format lisible et je ferai un minimum d'accompagnement pour expliquer comment jusqu'à maintenant j'ai travaillé le portefeuille pour que y ait enfin, tout l'enjeu derrière, hein, c'est qu'il y ait une continuité de service et que ce soit le plus transparent possible aussi pour le client final, hein. C'est quand même ça qui doit Donc on peut guider sortir quand toutes les même du réflexions. modèle, c'est rassurant. Parce que on peut sortir quand Ah, même bien du sûr, modèle. bien Parce que c'est sûr. vrai que ça fait peur, hein, de se dire bah, finalement on confie tout, on branche tout, on Bah, s'interconnecte finalement avec un acteur contractuellement, tiers. alors contractuellement, en général, la pratique, c'est on demande des engagements de 3 ans. Alors ça peut être 4 ou 5 quand on est sur des projets un peu plus importants. Ça peut être, vous l'avez vu dans la presse, 15 ans 15 ans, ouais, 15 pour ans chez Allianz, mais Allianz. bon là c'est un peu exceptionnel, hein, quand même. On est très content, mais c'est un peu exceptionnel. En général, c'est entre 3 et 5 ans. Et derrière, en général, c'est une tacite reconduction annuelle. Donc, et puis, de toute façon, les discussions entre juristes font que toutes les clauses de sortie, de responsabilité, d'escalade, de traitement des incidents, des réclamations, etc., tout ça est maintenant assez normé, ou enfin pas forcément normé, mais en tout cas c'est dans les contrats de délégation. Et la duration moyenne, c'est quoi à peu près? Tu as une idée du temps chez un même délégataire, d'un même périmètre chez un même délégataire? Euh, Tant que ça se passe bien, on y reste. Bah oui, en Ça peut général, pas il y a, passer enfin, très bien. Donc, t'as raison, une fois que vous avez, c'est quand même, excuse-moi Charles, je te laisserai dire. Moi, j'ai des portefeuilles de la MSA depuis que le groupe existe, c'est à la MSA. Je suis pas sorti. Après, j'en ai d'autres chez lesquels ça fait plus longtemps, mais il y a un point, c'est que vu l'investissement pour mettre en place ce type de partenariat, euh, et ce que ça coûte en interne, si ça tourne, vous n'avez aucune envie d'y toucher. ouais. Ça me Et, pose une question quand même de parce que finalement là, on a beaucoup mis en avant l'axe coût, finalement baisse des coûts. On se dit bon bah c'est aujourd'hui c'est un axe quand même, c'est une promesse assez forte des acteurs du BPO, on va pas se le cacher. Maintenant, on a vu aussi que ça a un coût important quand même de mise en œuvre, à la fois pour mettre en place cette relation. Bon, il y a la partie migration, il y a la partie euh, organisation aussi comme tu l'évoquais, Bertrand, c'est-à-dire que ça renvoie aussi des obligations vis-à-vis de l'assureur. Donc tout ça, c'est un projet quand même assez lourd quoi, à mettre en place. Donc à quel moment on se dit c'est pertinent que j'y aille parce que à horizon, et c'est là où ma question est, c'est finalement à quel horizon est le seuil de rentabilité de ce type de projet-là? Est-ce que comment se fait la décision? Est-ce que c'est une rentabilité? Là, on parle de contrat de 3 ans. Si le projet il est d'un an ou plus, j'imagine que la rentabilité, elle se fait pas 3 ans, elle se fait beaucoup plus. Ah, je parlais 3 ans de run, hein, hors Ouais, projet. 3 ans de run, ouais, mais Sachant effectivement, mais qu'un entre le projet, coût un de projet, un projet, projet ouais, simple, un projet simple, ça peut être 4 à 6 mois. Un projet un peu plus complexe, c'est 6 à 9 mois. Et quand on est vraiment sur des gros projets avec des gros portefeuilles à reprendre, des complexités dans les produits, ça peut être 12-18 mois. C'est très variable, hein. Faut, il y a beaucoup de critères qui vont entrer en ligne de compte, hein. Il y a le fait est-ce que c'est de l'affaire nouvelle ou est-ce qu'il y a un stock à reprendre? Quelle est l'importance du stock? Sur quel métier on est? Est-ce qu'on est en santé, en prévoyance, en individuel, en collectif? Est-ce qu'on parle de régime complémentaire? Est-ce qu'il y a des surcomplémentaires? Quel est quels sont quel est le nombre de contrats, de garanties, de grilles de grilles de produits, etc. Est-ce qu'on aura une documentation à jour dans des Excel bien faits, ou est-ce qu'on va devoir aller chercher des archives papier avec des montants en francs
parce que ça existe, hein. Ça existe quand on fait Ouais, du bien run-off. sûr, le terrain de jeu de départ est très important, ouais, effectivement. Ouais. Mais Anthony, le calcul du ROI, il ne se fait pas uniquement sur la comparaison du coût de gestion interne versus externe. Oui, oui, il y a des paramètres plus complexes que ça, bien sûr. Ouais, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis l'opportunité en tant que telle, elle se définit au-delà de la notion de coût. Mais alors, du coup, ça amène directement la partie suivante, c'est-à-dire que finalement, à quel moment on se dit c'est pertinent d'y aller? Parce qu'on voit bien la complexité qu'il y a entre, OK, je veux baisser mes coûts, je veux peut-être améliorer ma gestion sur certains volets. Finalement, comment se fait le critère de décision? Là, c'est ce qu'on a commencé à poser ici, finalement, en se disant, pour se lancer sur ce type de stratégie-là, il faut avoir le bon postulat de départ. Pour avoir le bon postulat de départ, il faut, selon nous, mesurer sa performance d'un point de vue qualitatif et quantitatif sur le périmètre qui peut être soumis à délégation. Donc avec un ensemble d'indicateurs que vous connaissez parfaitement bien, les taux de rotation, les coûts de distribution, les taux d'appel au parc, les taux de mail au parc, les taux de noémisation, les taux de subscarisation, je ne vais pas tous les passer, mais les taux d'encadrement, la souplesse et l'agilité, les irritants qu'il peut y avoir, et finalement pour en ressortir le diagnostic de l'activité, mais surtout le positionner par rapport à des standards du marché. C'est ça qui nous semble intéressant, c'est de se dire finalement, est-ce que ma gestion, elle est performante par rapport aux standards du marché? Est-ce qu'elle est moins performante que le marché ou est-ce qu'elle est plutôt très compétitive par rapport au marché sur un ensemble de critères? Une fois qu'on a fait ça, l'idée, c'est de pouvoir structurer des objectifs clairs de par ces postulats de départ. Parce que finalement, le BPO, ce n'est pas un objectif en soi, c'est un moyen pour atteindre un objectif. L'objectif, ça peut être la réduction des coûts, accélérer l'innovation, accroître sa capacité de gestion. Il peut y avoir des rationnels derrière qui sont assez différents. Et ce qui nous semble intéressant, c'est de pouvoir challenger le scénario BPO au regard d'autres scénarios. Et on le voit bien aujourd'hui, je parlais tout à l'heure de la PSC, il y a chacun positionne des scénarios un peu différents, des logiques de partenariat avec d'autres acteurs, des logiques de prendre un logiciel de gestion qui sait parfaitement gérer la collective. Enfin, chacun opère des scénarios différents. Et finalement, c'est dans l'évaluation là de ces scénarios, il faut confronter le BPO par rapport à des scénarios internes ou des scénarios de partenariat pour pouvoir ensuite faire le bon choix en connaissance de cause, je dirais. Mais c'est là où l'évaluation du scénario est quand même pas évident. D'où ma question, effectivement, de se dire sur le coup, à quel moment je me dis effectivement c'est pertinent d'aller sur une stratégie BPO parce qu'effectivement je vais gagner de l'argent à terme à un horizon qui a fixé. Après, effectivement, il n'y a pas que le coût, il peut y avoir des gains attendus sur le client, sur les collaborateurs même. Oui. Juste un point, c'est je vais gagner de l'argent à terme, mais par rapport à quel scénario alternatif en fait? C'est ça, voilà, exactement. C'est déjà la première question, c'est qu'est-ce que tu mets au regard de l'externalisation? Le scénario, il peut y avoir un scénario nominal, effectivement, de dire soit l'activité elle est déjà internalisée, donc la structure de coût elle est disponible, donc on peut au moins le comparer par rapport au scénario nominal. Je ne fais rien. Est-ce qu'effectivement je gagne de l'argent ou quels sont les investissements que j'aurai à faire parce que réglementaire, parce que maintien du système, parce que technologie obsolète, parce que j'ai une structure de coût collaborateur complexe, parce que je vais devoir former mes collaborateurs. Enfin voilà, il faut mettre ça. Et on voit bien quand même la complexité du choix. Hein. C'est multidimensionnel, complexe. Ça implique toute la chaîne de valeur de l'entreprise. C'est pour ça que voilà, il faut vraiment, selon nous, avoir cette dimension multicritère qui est absolument essentielle. Et enfin, le dernier point, et on a beaucoup insisté, et je pense que c'est quand même l'un des grands enseignements, à mon avis, de ce matin-là, c'est que la délégation, on pense souvent, je me sépare d'une activité, ou en tout cas, c'est perçu souvent comme, voilà, je délègue, je transmets une activité à un acteur tiers, mais ça renvoie aussi énormément de responsabilités et d'obligations vis-à-vis de l'assureur, qui est obligé de se transformer en termes d'organisation pour gérer ce type de modèle-là. Et il y a une dimension aussi peut-être un peu culturelle aussi derrière à opérer, puisque ça bouleverse finalement aussi l'attendu vis-à-vis des collaborateurs, en les réorientant parfois sur des tâches
davantage de valeur ajoutée, d'expertise, de compétences, mais bon, tout ça, ça nécessite des changements. Et les changements, voilà, vous êtes parfaitement placé pour savoir que ça prend du temps, ça demande un certain rythme. Donc, ça renvoie du pilotage opérationnel. Toute la structure de risque aussi n'est pas la même, parce qu'effectivement, l'assureur garde cette responsabilité-là. Et voilà, toute la structure RH, à mon avis, qui est largement modifiée par ce type de structure-là. Je vois qu'il est déjà 27. N'hésitez pas à poser vos questions. Si vous avez des questions complémentaires, c'est le moment ou jamais. On a encore quelques minutes à passer ensemble. Si vous avez des questions complémentaires par rapport au riche échange qu'on S'il n'y en a pas immédiatement, moi j'en ai une qui me vient en tête, c'est que au final, on est en train de se dire là, depuis le début que les acteurs ils pensent tous qu'un certain nombre entrent effectivement dans le BPO, mais au final, est-ce qu'on risque pas d'avoir un risque de standardisation ou d'homogénéisation des services assurantiels avec ce recours massif au BPO? Et je la pose à tous les deux, hein, Bertrand et Charles. Alors, ce qui pourrait militer effectivement pour ton point, c'est que le législateur, par ses réformes régulières, tente à uniformiser les produits, en tout cas leur utilisation et leur conception. On entend beaucoup depuis 3-4 ans il faut se démarquer par les services. Bon, c'est une chose. Après, des services, il n'y en a pas non plus pléthore. La délégation va accompagner les enjeux de nos clients. Donc, on a des standards de gestion. Quand on intègre des nouveaux portefeuilles, on fait en sorte que ça soit dans ces standards-là pour rester industriel, encore une fois, dans le bon sens du terme, et dans une logique de mutualisation multi-client. Pour autant, quand il y a des spécifiques auxquels le client est vraiment attaché, que ce soit dans les garanties ou dans la manière de gérer, dans les process, on est capable de les intégrer. Après, nous, on a la chance de faire partie d'un groupe qui est assez innovant en la matière. Donc, on peut aussi nous proposer des services que n'ont pas forcément d'autres acteurs du marché, et notamment sur le tiers payant avec des paniers de soins en partie en tiers payant, ou des outils de lutte contre la fraude assez performante. Excusez-moi. Et donc, de mon point de vue, c'est un vrai risque. Parce que si tout le monde passe par la même usine, aujourd'hui, les tarifs sont à peu près toujours les mêmes, parce que en fait, la pression sur les prix fait que un tableau de garantie équivalent, en fait, on arrive à peu près au même prix à chaque fois, quel que soit en santé comme en prévoyance. Si tout le monde passe par des usines qui sont industrielles et qui homogénéisent les processus, le service, en tout cas administratif, sera le même pour tout le monde. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? On peut toujours se poser la question. Vu du client, moi j'aurais tendance à dire, si l'opérateur fait bien le boulot et le fait vite, ben, vous avez la qualité de service qui est quand même qui est vu par les délais comme étant le premier point important. Pour se démarquer, du coup, il faut imaginer autre chose autour. Et est-ce que c'est l'opérateur de délégation de gestion administrative qui doit amener les services ou ce qu'il y a autour? Je ne suis pas certain. Il y a une question de front office, hein, de relation client, c'est-à-dire comment vous colorez la communication avec le délégataire. Et ça se travaille et globalement, certains y arrivent mieux que d'autres, mais on arrive à avoir quelque chose qui fait que le décrocher comme le mail, comme l'écrit est spécifique dans le contenu comme dans la forme. Ça vous démarque un peu. Et puis après, vous avez le reste, c'est au-delà de la gestion et de ce que j'apporte, qu'est-ce que je peux rajouter qui fait que la manière dont j'adresse le client en cas de sinistre ou en remboursement est différente de celle de mes camarades et concurrents. Mais, ce qui est intéressant, c'est que ça réinterroge la valeur client finalement. C'est-à-dire liquider une prestation, est-ce que ça a de la valeur? Bon, il faut bien le faire, il faut le faire dans des délais qui sont raisonnables avec un niveau de qualité effectivement optimal. Est-ce que c'est un axe de différenciation entre les acteurs? Pas forcément.
Donc effectivement, ça réinterroge la valeur pour dire finalement l'assureur, ce qu'il va garder en propre, c'est plutôt les tâches à forte valeur ajoutée, à forte visibilité vis-à-vis du client, pour tenter de se différencier vis-à-vis de ses concurrents. C'est peut-être là aussi où en soi ça transforme aussi le modèle de l'assureur, parce que ça le transforme vers plus d'expertise, plus de compétences, d'aller chercher plus de valeur ajoutée vis-à-vis du client et déléguer finalement ce qui en a moins, sans dévaloriser tout le travail qui est fait. Mais... Je mettrai un petit bémol. Hein. OK, quand on prend dans l'image de l'activité de masse, type liquidation d'une prestation santé et tout ça, oui, il n'y a pas d'enjeu. Enfin, je veux dire, tout le monde le fait à la même vitesse. Il n'y a pas de sujet. Et que ce soit de l'interne ou que ce soit de l'externe. Après, vous avez les questions de capacité à faire des pecs vachement bien et tout ça mieux. Donc là, on rentre dans une expertise. Il ne faut pas oublier que la gestion administrative, enfin, je suis très attaché à ça. Pour moi, il y a une véritable expertise dans la gestion d'un contrat et dans la gestion des prestations. Il y a des choses de masse et qui sont industrialisées, puis il y a des choses où je vous garantis que pour aller gérer une inval ou voire même une garantie arrêt de travail, il faut de l'expertise. Et je mets au défi n'importe lequel d'entre vous de se mettre derrière un écran et au-delà de l'outil, mais juste avec les papiers, les documents et le tableau, et de me dire comment on fait et qu'est-ce que ça signifie. Oui, mais la perception client, elle n'est pas non plus. Enfin, la perception client, si vous amenez un conseil à l'entreprise sur l'arrêt de travail, si vous êtes vraiment présent auprès de l'entreprise, si vous réglez bien, si vous êtes capable d'expliquer aux chargés RH, rendez-vous compte, sur une ETI, sur une petite PME qui a un arrêt de travail, c'est compliqué. Il n'y a pas de service RH. Nous, on a des entreprises du paysage. Je fais simple. C'est ceux qui vont faire les bordures ou qui travaillent dans les mairies sur les ronds-points. Une entreprise du paysage, je préfère qu'il ait une expertise sur le fait de planter des fleurs et ou de couper des arbres que de savoir comment on gère un arrêt de travail. Ces entreprises-là, si l'assureur, le délégataire n'amène pas la compétence en fait, qui est un peu un doublon avec ce que devrait faire un service RH au moment du sinistre, mais en fait, vous ne faites pas votre boulot. Donc, il ne faut pas avoir en tête que le grand groupe très structuré en protection sociale, qui a des services RH avec pléthore de gens et ainsi de suite, la France, c'est pas que ça. La France, c'est aussi tout un tas de petites entreprises qui ont de la valeur, des petits cabinets de conseil qui ont 40, je ne connais pas votre service RH. D'ailleurs, vous devriez être assuré chez moi. Et là, vous auriez quelque chose. Mais le monde agricole en est un parfait exemple, parce qu'effectivement, il y a des structures extrêmement réduites et, comme tu le disais, qui n'ont pas ces compétences-là de gestion RH. Ouais. Et ça fait partie des enjeux. Alors, peut-être une dernière question, parce qu'on a déjà dépassé le temps, mais effectivement, il y avait tout un tas de critères et que ce n'était pas uniquement le coût qui pouvait inciter à une délégation. Moi, je m'interroge sur le critère de volume. Finalement, on a vu qu'on pouvait déléguer un portefeuille, qu'on pouvait déléguer un produit, enfin, peu importe le périmètre, mais est-ce qu'il y a un effet de volume pour envisager une délégation? En termes de nombre de contrats gérés. Moi, j'en mets pas. Moi, j'en mets pas. Le problème, c'est le coût, et donc ça, c'est de la négociation. Oui, parce que intégrer un portefeuille qui est une personne protégée ou 100 000, il y a un incompressible de coût. Hein, parce qu'il faut créer un environnement dédié, il faut personnaliser les DITIC, il faut mettre les scripts téléphoniques, il faut machin, etc. etc. Et ça, c'est incompressible. Après, nous aujourd'hui, là ces 2-3 dernières années, on a signé des nouveaux clients pour des lancements de produits en prévoyance collective et en santé collective et en santé individuelle aussi. On a repris des portefeuilles assez conséquents et en intermédiaire, on a repris des portefeuilles en run-off ou avec des stocks pas très élevés, mais sur des portefeuilles qui sont actifs et qui ont vocation quand même à soit stagner, soit à croître. Le tout après, c'est qu'est-ce qu'on fait des coûts de... Parce que les coûts de run, ils vont être à peu près les mêmes. Alors après, il peut y avoir des effets d'économie d'échelle quand on est sur des gros volumes, mais sinon, les coûts de run vont être à peu près les mêmes, si ce n'est que si on est sur du run-off, qui par définition va diminuer, ou si on est sur de l'affaire nouvelle, par définition, on n'est pas maître du business plan, il y a fort à parier qu'on demandera un minimum de facturation annuelle.
Et le coût projet, si c'est toujours pareil, s'il y a du stock, on peut faire un peu d'ingénierie financière pour en absorber une partie dans le run. Si c'est de l'affaire nouvelle, c'est plus compliqué. Donc après, c'est la négo. Ok, merci. Donc, je ne sais pas si Claire, je sais pas s'il y a d'autres questions. Non? 9h37, effectivement, on a quelques minutes de retard. Désolé pour ce petit débordement. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à nous les envoyer par mail. On y répondra avec plaisir. On est dans un cadre effectivement d'1 heure qu'on a tenté de respecter, mais on voit bien que on aurait pu tenir facilement 2 heures sur le sujet. Le sujet est extrêmement riche, donc n'hésitez pas à rebondir sur ce qu'on s'est dit, voilà, à côté de l'événement par mail ou si vous ou par d'autres manières. Voilà, ou à nous rencontrer. Eh bien, merci Charles, merci Bertrand. Merci à vous. Et merci, Merci à Anthony, vous. à tous ceux qui sont encore en ligne. Et on vous souhaite une bonne journée et une bonne réflexion autour du BPO. Merci beaucoup, bonne journée. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.